merci beaucoup, Monsieur Arsbin. Il faut dire qu'avec Monsieur Arsbin, ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur ce projet. On est très content que vous soyez là autour de la table. Sur la scène intellectuelle parisienne, c'est une vraie gageure parce que je réfléchis, ça fait peut-être plus de 5 ans qu'il n'y a pas eu sur ce thème-là, en tout cas dans nos milieux universitaires de réunion. Donc je remercie d'autant plus fort Monsieur Arsbin et l'Académie de géopolitique internationale, et j'espère qu'on pourra avoir des débats importants sur cette question-là. Alors, moi j'avais choisi de traiter des Balkans qui sont, on l'a bien compris, hein, nos intervenants précédents l'ont montré, ballottés sans cesse, et historiquement et actuellement, entre la sphère occidentale et le monde eurasiatique. Et ces Balkans se trouvent à une heure, en 2023, un moment historique où, face à leur prisme culturel qui est plutôt tourné vers l'Ouest, toute leur culture, leur constitution de tous ces pays balkaniques sont des constitutions fortement, par exemple, empruntées à la constitution française, hein. Leur modèle géographique aussi, leur modèle administratif. Or, ces pays sont en train de basculer vers plutôt le prisme asiatique. Et donc la question pour nous, c'est de savoir aujourd'hui vers où vont ces Balkans. Est-ce qu'ils vont peut-être rester fidèles à leurs alliés historiques tels que la France, l'Angleterre ou l'Italie, ou est-ce qu'ils vont définitivement se détacher de cette Europe pour aller vers l'Eurasie? Monsieur Arsbin a bien développé l'idée que malheureusement, hein, rappelez-vous le terme de poudrière des Balkans, c'est pas un terme galvaudé, puisque c'est là où Gavrion Princip a, sans le vouloir, amené la Première Guerre mondiale. Mais c'est là où, on le sait maintenant, et les historiens l'ont prouvé, que dès 1945, en fait, cette guerre froide, cette lutte entre l'Est et l'Ouest a été la plus forte. J'en veux pour preuve que dès 1949, c'est mon père et historien Gilles Trout qui l'a prouvé, dès 1949, Tito accepte en Slovénie, dans cet espace ex-yougoslave, une base de l'OTAN, en échange d'une sorte de neutralité avec l'URSS. Et puis, vous le savez bien, autant que moi, le fameux 007 est inspiré d'un des espions qui parcourait la ville de Belgrade à l'époque. Quand on se promène aujourd'hui à Pristina ou à Belgrade, on sent qu'il y a exactement la même concentration de services étrangers qu'à l'époque. Donc, les Balkans intéressent d'autant plus ces grandes puissances. Donc, pour moi, la question, c'est de savoir vraiment quel type d'ingérence il peut y avoir. Alors d'abord, la question de l'ingérence euro-atlantique ou l'ingérence occidentale, elle est encore très forte. Tout d'abord, la question de l'Union européenne. Alors, ces pays balkaniques, on ne va pas faire un cours sur l'intégration européenne, mais ces pays balkaniques ont frappé à la porte de l'Europe dès les années 2000, avec des statuts très différents. Et lors de la dernière conférence sur l'Union européenne, on a présenté une sorte d'espoir. C'est l'année 2028, qui verrait l'entrée des 2 premiers pays, Serbie et Monténégro. Et puis après, interviendrait l'entrée de pays comme l'Albanie ou de Bosnie. Le problème, c'est que 2028, c'est une date qui est sans cesse repoussée. On se souvient, à la conférence de Salonique en 1999, c'était 2024. On parle maintenant de 2028. On peut imaginer que l'intégration se fera après. Donc l'Union européenne repousse sans cesse l'intégration de ces pays qui sont tous déjà candidats à des titres divers. Alors, la question, c'est pourquoi elle les repousse? La réponse est que, en fait, à mon avis, on a beaucoup travaillé sur cette question-là avec des collègues, mais les Balkans restent encore une sorte de laboratoire, en fait, de laboratoire pour l'Union européenne. En fait, l'Union européenne, sans avoir intégré ces pays, est déjà très présente. Ma collègue l'a évoqué, en Bosnie-Herzégovine, vous avez un exemple parfait de protectorat de l'Union européenne, où le haut représentant de l'Union européenne, on l'a vu qui n'est pas élu, eh bien, a le devoir d'oukase sur toutes les décisions. Il peut nommer un ministre ou l'enlever, il peut revenir sur les décisions des parlements et de Bosnie-Herzégovine et de République Srpska. Donc c'est un laboratoire en fait d'une sorte de marche, un peu comme les anciens empires, d'une marche
que serait la Bosnie ou le Monténégro de l'Union européenne. N'oubliez pas que le Monténégro, bien avant la France ou l'Allemagne, avait déjà l'euro. L'euro est au Monténégro depuis 1999, ce qui prouve bien que c'est une sorte de laboratoire d'expérience. C'est une expérience aussi pour l'Union européenne du point de vue militaire. Alors on dit toujours il n'y a pas d'armée européenne. Bon, moi je m'inscris en faux. Il y a une armée européenne, c'est l'EUFOR, la force de stabilisation, qui en Bosnie a petit à petit remplacé la force de l'OTAN, la SFOR, et qui joue un rôle plus ou moins mais quand même pacificateur, et qui a réussi. Mais l'EUFOR, les forces européennes, sont aussi présentes en Macédoine. Et elles ont empêché, on se souvient peu en Occident, mais elles ont empêché quand même le début d'une guerre à partir de 2003. Donc on voit bien que l'Union européenne a vraiment une présence très forte. Et donc elle essaie d'utiliser cette zone-là comme une sorte de laboratoire. Laboratoire aussi du point de vue évidemment économique. En prenant juste l'exemple de banques, alors les Balkans occidentaux, c'est-à-dire l'ancienne Yougoslavie, dans ces Balkans occidentaux, encore l'an dernier, 73% des IDE, des investissements, venaient du bloc occidental, et notamment de banques. Et les banques européennes sont très présentes dans ces pays-là. Pour ne prendre que l'exemple français, la Société Générale ou le Crédit Agricole avec la Meridian Bank ont ouvert beaucoup d'agences, ce qui montre là aussi une présence bien plus forte avant même une intégration totale de l'Union européenne. Et donc, l'Union européenne n'est pas encore prête à accepter, pour des tas de raisons qui sont plutôt internes à nous, à la France, au débat interne en France ou en Allemagne, et elle n'est pas prête à accepter ces pays-là au moment où on parle d'intégration d'Ukraine. Et donc très vite va se poser cette question-là. Si on accepte l'Ukraine, pourquoi repousser l'entrée dans l'Europe de pays qui sont historiquement, culturellement, depuis très longtemps européens? Et je pense à tous les pays de cette zone. L'autre question, c'est celle de l'OTAN. L'OTAN, qui n'a pas attendu l'entrée de tous ces pays-là dans l'Union européenne pour être présente. L'OTAN est maintenant très présente dans les Balkans, des pays comme la Roumanie et la Bulgarie, mais aussi beaucoup plus récemment le Monténégro font partie de l'OTAN. Et l'OTAN a profité pour prendre sa revanche en fait sur l'ancien pacte de Varsovie, puisque dans chacun de ces pays, eh bien, elle a pris un malin plaisir à, au nom des standards de l'OTAN, eh bien, à remplacer, alors par exemple en Yougoslavie, le système de défense territoriale, Teritorijalna odbrana, qui était lié au titisme contre l'Union soviétique, par le système otanesque, d'une armée très privée. Donc en gros, ça se traduit par quoi? Par des forces d'infanterie qui sont tournées au ridicule. Alors en Serbie, on a coupé en 4 le nombre de soldats. Au Monténégro, il n'y a plus que les soldats se comptent par centaines dans l'armée monténégrine. L'autre condition, ça a été de découper en morceaux, littéralement, les marines. La marine monténégrine, qui historiquement est connue, qui est un appui à la Russie, et puis la marine monténégrine n'existe plus. Et etc., etc. Donc l'OTAN utilise là aussi les Balkans comme vraiment terrain d'expérimentation. Alors pourquoi? On parlait tout à l'heure de Bondsteel. Bondsteel, c'est du nom ce militaire américain mort au Vietnam, la plus grande base américaine à l'extérieur des États-Unis. Bondsteel, en fait, il n'y a pas de photo, je vous l'accorde, monsieur Dumont, mais il y a, comme toujours avec les Américains, ils sont très transparents, il y a sur Internet, vraiment tous les plans. C'est ça, oui, oui. Alors pourquoi Bondsteel? Au début on se disait, mais pourquoi Bondsteel? Alors il y a 8000 soldats en permanence, une université, des McDonald's, bon. C'est une ville dans la ville. Bon, il faut savoir que les Américains ont fait la même chose à Tuzla, en Bosnie, ont fait la même chose à 4 reprises en Roumanie, il y a 4 bases américaines en Roumanie. Bon, c'est très clairement, dans le redéploiement des soldats américains, de l'Empire américain vers le Moyen-Orient, et plusieurs généraux américains l'ont dit,
le moyen pour eux, c'est dans les Balkans, d'avoir une base pour le redéploiement. On le voit actuellement, hein, ce qui se passe aux frontières d'Israël. La rapidité avec laquelle la marine américaine est arrivée, c'est parce qu'elle venait de la mer Adriatique. Donc les Balkans sont vraiment un terrain de redéploiement très rapide vers le Moyen-Orient. Mais il y a une autre raison. Alors, quand on le disait, il y a 20 ans, tout le monde rigolait. Mais quand on regarde la carte, Bond Steel, c'est pile à l'intersection des corridors énergétiques. C'est pile à l'intersection du corridor européen 10, Belgrade-Salonique, donc nord-sud, du corridor européen 4, Burgas en Bulgarie, Durrës en Albanie, et d'un vieux projet américain qui est revenu l'an dernier, le projet TAP-TANAP, le projet pétrolier TAP-TANAP. Et donc là, c'est très clair. C'est-à-dire que comme en Amérique latine, comme en Afrique, comme en Asie centrale, ben les Balkans à partir de 99, qu'est-ce que c'est? Pour le complexe militaro-industriel américain, et je citerai le nom de Halliburton, eh bien Halliburton a creusé pendant les bombardements, dès le mois de mars 99, eh bien cette base américaine. Et donc on comprend pourquoi. Alors derrière les corridors, ce qui intéresse ces grandes compagnies américaines, il y a le fils de Dick Cheney actuellement qui est au Kosovo, il y a le fils de Madeleine Albright qui sont à la tête de combinats énergétiques. Ben, ce qui les intéresse, c'est aussi, donc outre le pétrole et le gaz qui arrivent beaucoup plus loin, c'est aussi localement des réserves en lignite extraordinaires au Kosovo, hein, deuxième réserve mondiale, et puis beaucoup de minéraux utiles à toutes les armées actuellement, du tungstène, du bon. Voilà, en fait, c'est ça l'opération du Kosovo. Et c'est ce qui amène l'OTAN, les États-Unis, à être très présents. Alors, face à ça, pourquoi est-ce qu'en introduction, je parlais de prisme eurasiatique? Eh bien, parce que face aux atermoiements dont je vous parlais il y a 10 minutes de l'Union européenne, c'est-à-dire face aux lenteurs de l'Union européenne pour mener à bout l'intégration des Balkans occidentaux, eh bien, se sont engouffrés les Russes, les Chinois, mais aussi ce dont on parle très peu, nous en France, et il y a une sorte de cécité même dans le monde universitaire, c'est la Turquie et les pays arabes du Moyen-Orient. Alors très rapidement, on peut parler d'un comeback de la Russie. Pourquoi comeback? Contrairement à l'interprétation complètement erronée qu'on avait en France pendant les années de guerre, d'une Russie qui était proche des Serbes, qui les soutenait, non, il ne faut pas oublier que la Yougoslavie a été créée par des dirigeants, alors Tito et d'autres, dans l'opposition à l'URSS. Les recrues de l'armée yougoslave étaient envoyés à la frontière albanaise ou de l'autre côté à la frontière bulgare dans les années 60-70 avec la terreur d'être attaqués par les soviétiques. Donc dans les années 90, au contraire, c'est une sorte de, et je pense que les historiens le prouveront, mais c'est une sorte de revanche des Russes. Les Russes ont laissé faire, à mon avis. Ils ne sont pas intervenus parce que justement, pendant 70 ans, ces Yougoslaves leur avaient mené la vie dure et c'est une sorte de revanche. Donc je crois, on verra ce que diront les historiens, mais que les Russes ne sont pas vraiment intervenus dans les années 90. Par contre, à partir de... vous connaissez bien le discours de Vladimir Poutine, le premier discours sur l'étranger proche de Poutine dès 2004, si je m'abuse, 2003-2004, il dit clairement, un peu sur le modèle américain d'ailleurs, il dit clairement que au-delà d'une sorte d'étranger proche d'Asie centrale et puis Caucase, dans un deuxième cercle, certains pays peuvent être des appuis pour la politique russe, et notamment la Serbie. Et donc là, l'ancienne fraternité historique revient. Et donc le résultat, c'est quoi? La Russie actuellement est très importante, c'est Gazprom, grâce au projet Turkish Stream. Et les Russes sont très 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 pragmatiques. Hein. Rappelez-vous le projet, alors je me souviens plus, Blue Stream, pardon, South Stream, excusez-moi, est resté lettre morte parce que le gouvernement serbe, assez versatile finalement, qui avait signé le projet à un moment donné en 2015, s'est retourné d'après. Donc South Stream disparaît, mais les Russes sont très pragmatiques et 3 ans après,
Poutine se met d'accord avec Erdogan et on lance le projet Turkish Stream qui, ça y est, depuis l'an dernier, marche. Turkish Stream, c'est un projet gigantesque de gaz qui vient à la fois alors, bon, de très loin de mer Caspienne et de mer Noire et qui est distribué maintenant jusqu'en Italie et qui passe par la Bulgarie, la Serbie, la Croatie et un peu la Bosnie. Les Russes, ils sont en train d'électrifier l'ancienne voie ferroviaire entre Belgrade et Bar au Monténégro. Ça, c'est intéressant parce que Belgrade-Bar, c'était ce projet historique que les Français avaient lancé à la veille de la Première Guerre. Ce sont les Français qui ont créé cette ligne ferroviaire. Mais il y avait des tronçons qui restaient. Et après la Seconde Guerre, ce sont ce qu'on appelle en Yougoslavie radna akcija, c'est-à-dire les volontaires dans l'idéologie socialiste qui sont allés vraiment terminer ces tronçons. Et aujourd'hui, c'est symbolique, ce sont les Russes qui l'électrifient. Et donc le train qui jusqu'à l'an dernier mettait quand même plus de 10 heures pour aller de Belgrade à Bar, à peu près 350 km, très bientôt mettra moins de 3 heures. Voilà, pour le COMEX de la Russie. La Chine, elle, est de plus en plus présente. Alors, M. Dumont avait évoqué vraiment les routes de la soie. Elles sont vraiment très présentes. Moi, ce que j'ai vu encore l'été dernier, c'est des camps, on peut parler de camps de travail chinois, au Monténégro, où ils construisent à la chinoise cette autoroute qui monte vers le ciel, c'est assez impressionnant, qui part de la mer et qui monte vers les Balkans, vers la Serbie. Faute d'argent, le gouvernement monténégrin a été obligé, ce qui a créé un scandale, le Monténégro a été obligé d'arrêter cette autoroute, donc on la voit monter dans les airs. Les Monténégrins se sont tournés vers les banques européennes qui ont dit « mais vous rigolez, vous avez demandé à la Chine, maintenant vous continuez avec la Chine ». Et donc les Chinois qui travaillent dans de véritables camps, c'est-à-dire qui travaillent la journée, et le soir qui dorment dans des camps au-dessus de l'autoroute, qui n'ont pas le droit de sortir de ces camps de travail. Mais si vous voulez, symboliquement, vous compreniez, c'est cette autoroute gigantesque au Monténégro, c'est tous les ponts à Belgrade qui ont été détruits par l'OTAN, reconstruits par la Chine. Là aussi, c'est un retour de l'histoire. Le périphérique autour de Belgrade. Et maintenant, c'est des voies autoroutières qui vont de Belgrade vers la Bosnie. Donc des voies de ramification autoroutières qui sont construites par les Chinois. Donc les Chinois qui vraiment arrivent à se développer très vite et qui vont très vite utiliser les Balkans comme cheval de Troie, leur cheval de Troie en Europe. Parce qu'à partir du moment où leurs intérêts économiques sont en Serbie, au Monténégro, en Bosnie, une fois que ces pays-là rentrent dans l'Europe, la Chine est dans l'Europe. C'est évident. Et enfin, je vais juste choisir, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais une politique néo-ottomane. La Turquie qui exerce c'est plus qu'un retour, qui exerce vraiment une influence très très forte. Je vous donne juste quelques chiffres. Rien qu'en Serbie, la Serbie c'est 6 millions d'habitants, 6 millions et demi, il y a 800 entreprises turques. En Bosnie, c'est déjà le premier investisseur étranger. Et puis les instituts turcs qui fleurissent et l'armée turque. L'armée turque, il faut savoir qu'il y a l'armée turque qui est au Kosovo et qui remplace, il y a 2 bataillons turcs qui ont remplacé les bataillons allemands. Donc la Turquie de Erdogan qui revient dans sa sphère historique. Finalement. Pour terminer, très rapidement, parce que le temps presse, mais pour terminer, est-ce que ça veut dire que ces Balkans vont définitivement être englobés vers cet espace eurasiatique ? Pas forcément, parce qu'il y a quand même quelques espoirs d'auto-organisation. Il faut savoir que, en fait, tous ces pays, malgré, là aussi, le vide vraiment total, on en parle très peu, nous, en France, mais coopèrent relativement bien. Quand on a un regard un peu extérieur, l'ambassadrice peut-être les avouera, mais coopèrent relativement bien. Contrairement à l'idée reçue d'inimitié historique, il y a des groupements régionaux, des organisations régionales qui sont très actives. J'en citerai que 3.
Les plus anciennes, c'est le groupe de Visegrad. Le groupe de Visegrad, les pays d'Europe centrale, donc Hongrie, Tchéquie, Slovaquie, Pologne, mais commencent à avoir des liens. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais des liens vraiment économiques très forts avec la Croatie, avec la Serbie, maintenant même avec la Bosnie. Voilà, donc groupe de Visegrad. Plus intéressant, c'est les initiatives locales. C'est l'initiative de M. Vučić, président de la Serbie, M. Rama, président de l'Albanie, de ce qu'on appelle l'Open Society ou l'Open Balkan. L'Open Balkan. Alors, contrairement à ce que son nom indique, c'est une organisation régionale qui n'est pas du tout calquée sur l'Open Society américaine, mais qui est vraiment un beau projet de coopération transfrontalière locale. Et encore dernièrement, l'Open Balkan s'est allié avec la Turquie du président Erdogan. Donc on voit qu'il y a des organisations régionales. Pour terminer, il y a aussi une Yougo-nostalgie. Hein, on est étonné, mais 30 ans après la fin du socialisme, alors dans les sondages, c'est d'abord au Monténégro, après en Bosnie, puis etc., etc., mais une sorte de nostalgie d'une période où finalement on payait pas ses factures, on payait pas de loyer, on avait un travail, donc c'était le rêve finalement. Et donc une vraie nostalgie, mais qui peut se transformer par quoi? Par, là aussi, à mon avis, et ça passera par l'économie, et c'est déjà de facto le cas, par une sorte de mini-fédération après la fédération yougoslave. On peut penser, voir émerger, d'ici quelques années, une sorte de petite Yougoslavie autour de vous voyez, la Bosnie, le Kosovo et la Serbie, au départ. Après, bon, peut-être la Macédoine, mais en tout cas, une petite Yougoslavie, puisque, je terminerai par là, au-delà de l'économie, ces peuples, en tout cas ex-yougoslaves, savent maintenant que finalement leur bon pas elle, mais en tout cas les désaccords qu'ils avaient durant les guerres des années 90 sont beaucoup moins forts que les ingérences extérieures. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils sont manipulés par l'extérieur et que face à ces manipulations, beaucoup de partis politiques estiment qu'il faut beaucoup plus se souder et essayer de créer une union entre balkaniques et pas en regardant vers des pays qui sont très éloignés. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.